Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser un croquant-bouche en forme de chiffre et nougatine. Donc pour cela, nous allons commencer tout de suite par la pâte à choux. Donc pour la pâte à choux, nous avons besoin de lait, d'eau, de beurre, de sel, d'œufs entiers. Donc œufs entiers préalablement battus et passés éventuellement au tamis pour enlever les germes. Ce que j'appelle les germes, c'est des petites chalazes qu'on peut voir quand on casse un œuf. Également de la farine et encore du lait, ça c'est facultatif, on verra selon la texture de notre pâte à la fin de sa réalisation si on en a besoin ou non. En tous les cas, c'est du lait froid qu'il faudra utiliser. Donc pour commencer, nous allons mettre le lait et l'eau à chauffer avec le sel qui va fondre dans les liquides et le beurre. Donc on met à chauffer ça tout doucement. Alors pour réaliser ces croquants-bouches, nous allons nous servir de moule en forme de chiffre. Alors aujourd'hui, je vais faire le 27. Alors pourquoi le 27? Il fallait choisir un chiffre, un nombre. Donc j'ai choisi le 2 et le 7. Sachez qu'on va vous permettre de gagner ces deux moules qui vont vous permettre à votre tour de réaliser ce croquant-bouche à la maison et de pouvoir bien mouler donc les chiffres sur la nougatine. Mais on va vous donner la possibilité de choisir vos chiffres. Donc pour participer au concours, vous avez l'habitude maintenant, si vous êtes sur Facebook, il faudra liker, commenter et partager. Et dans le commentaire, vous mettrez les chiffres que vous aimeriez recevoir. Donc, vous choisissez deux chiffres entre 0 et 9. Et sur YouTube, il suffira de s'abonner, de liker et de commenter. Et là également, de commenter, de mettre dans votre commentaire les chiffres que vous aimeriez recevoir si vous étiez l'éventuel gagnant. Voilà, donc on revient à notre recette. Je fais chauffer. J'ai augmenté un petit peu la température de mon feu pour justement que ça aille plus vite. Je fais en sorte que mon beurre soit quand même bien dans le lait. Et on va attendre qu'il y ait une fonte totale du beurre dans le lait et que le lait et l'eau soient entièrement chauds. Voilà. Donc ça va aller assez vite, la quantité de pâte n'est pas très importante. Donc les choux, nous allons les mouler, nous n'allons pas les pocher directement sur une plaque et les cuire, nous allons les mouler. Alors c'est une technique qui est pratique parce que ça nous permet d'avoir des choux vraiment réguliers. Pour les mouler, je vais les mouler dans un moule, une plaque en silicone comme celle-ci, et on a des petites demi-sphères de diamètre 3 cm. Je vais en faire suffisamment pour être sûr de ne pas être coincé lors du montage de mon croquant-bouche, c'est-à-dire avoir assez de chiffres, assez de choux lors du montage. Si je ne faisais qu'une plaque, imaginons qu'il y ait un ou deux choux qui ne soient pas très jolis et qu'à la fin, il me manque un ou deux choux pour finir le montage du croquant-bouche, je préfère en faire deux. Donc je vais faire 2 fois 24 choux, 48 choux sur 2 plaques. Ça, on va le voir juste après. Voilà, là j'ai mon lait et mon eau qui sont à ébullition. Je vais couper le feu. Je vais attendre que l'ébullition retombe et je vais m'assurer que mon beurre soit entièrement fondu. Donc je mélange bien de façon à retrouver un éventuel morceau de beurre qui soit en train de fondre, mais je n'en vois pas, donc on est bien. Donc on rajoute maintenant la farine en une seule fois lorsque le feu est éteint. Alors si on n'éteint pas le feu, on retire la casserole du feu et on rajoute la farine en une seule fois. Et là, nous allons mélanger donc, soit avec une maryse, soit avec une spatule, la farine de façon à l'incorporer. On mélange sans s'arrêter et on va obtenir une pâte qui doit être homogène, donc sans grumeaux, qui s'appellera la panade. C'est la pâte de base de la pâte à choux, donc la panade. Et là, je mélange bien jusqu'à être sûr que toute la farine est incorporée et qu'il n'y a plus du tout de grumeaux. À ce moment-là, je vais rallumer mon feu, pas trop fort, je suis à 6 sur une échelle de 12, donc un feu moyen, et je vais dessécher ma pâte. Alors dessécher ma pâte, on dit que le bon signal pour dire qu'elle est assez desséchée, c'est qu'elle se détache des parois de la casserole. Ça, c'est ce qu'on disait avant. Maintenant, les recettes sont tellement précises que dès le départ, la pâte se détache de la casserole. Donc mon repère, on va dire, c'est lorsque au fond de la casserole, nous avons une légère
une légère pellicule blanche qui se forme, qui reste bien sûr collée à la casserole, qui ne se mélange pas à la pâte et qui permet de dire que la pâte est suffisamment desséchée. Cependant, n'omettez pas de... Enfin, il ne faut pas occulter le dessèchement de la pâte, c'est très important de le faire, même si la pâte se décolle dès le départ de la casserole. Voilà, il faut également que la pâte se décolle très facilement de la spatule. Vous voyez, si la pâte restait collée à la spatule, elle ne serait pas assez desséchée. Là, on peut le voir, dès que je la renverse la spatule, elle se décolle de suite. Donc, je vais aller quand même jusqu'à ce que ma pellicule blanche au fond de la casserole se forme. Donc, je mélange bien sans arrêt. Et ensuite, on va faire le mélange avec les œufs. On peut le faire à la main. On peut le faire également au batteur. Comme je suis un feignant, non, je plaisante, comme j'ai les outils nécessaires, je vais le faire au batteur. Je vais mettre donc ma panade dès qu'elle sera prête dans la cuve. Je vais la faire tiédir un petit peu en la mélangeant avec la feuille, la mélangeant lentement, juste de quoi la tiédir. Il ne faut pas que les œufs coagulent lorsqu'on va les rajouter, donc si la panade est trop chaude, les œufs vont coaguler. Et une fois que ça sera bon, on rajoutera les œufs en plusieurs fois. Voilà, ma panade est pratiquement prête. Voilà pour le gros plan. Et je transfère tout dans la cuve du batteur. Et là, donc, je vais la faire tourner à première vitesse. Je veux juste la tiédir. Le but n'est pas de la mélanger, c'est de la tiédir, de la refroidir. Alors ça va assez vite, il y en a pour même pas une minute. Juste le temps qu'elle prenne un peu l'air ambiant, que la température descende. Et je vais pouvoir commencer à rajouter mes œufs. Donc les œufs, j'ai une quantité précise d'œufs dans la recette que vous pouvez aller voir dès à présent sur le site. Vous tapez croquembouche chiffre, vous allez la trouver très facilement. Les œufs, ils sont pesés au gramme près. On ne parle pas d'œufs, un œuf, deux œufs, trois œufs, quatre œufs, non, on parle de grammes. Donc pour peser, vous prenez une balance, vous cassez vos œufs dans la balance, vous les fouettez. S'il y en a trop, vous enlevez avec une cuillère à soupe l'excédent. S'il n'y en a pas assez, vous rajoutez un petit peu d'œuf, vous battez un dernier œuf en omelette et vous rajoutez l'œuf comme ça. En pâtisserie, on est précis. L'œuf, il y a des œufs de 50 grammes, des œufs de 70 grammes, des œufs de 40 grammes. Donc là, il faut vraiment être précis. Et si vraiment on n'est pas suffisamment hydraté au niveau de la pâte lorsqu'on aura rajouté tous les œufs, ça se complétera avec du lait froid. Voilà, la pâte est suffisamment tiédie, voilà, encore chaude, mais pas suffisamment chaude pour coaguler mes œufs. Je vais rajouter donc les œufs entiers en plusieurs fois. Lorsque je vais rajouter à nouveau de l'œuf, je vais faire attention à ce que le premier ajout d'œuf soit entièrement incorporé à la pâte. Je n'en rajoute pas tant que le premier, l'ajout précédent soit entièrement incorporé. Voilà, et j'essaie de diviser cette quantité en 5-6 fois. Donc ça, vous pouvez le faire à la main. Le principe est exactement pareil, sauf que vous le faites à la spatule. Et là aussi, entre chaque ajout d'œuf, vous vérifiez bien que l'œuf soit entièrement incorporé avant d'en rajouter. Alors, en cours de mélange, on peut se permettre d'arrêter le batteur, de bien détacher toute la pâte de la feuille, parce qu'il peut rester une partie de pâte qui reste vraiment centrée au milieu de la feuille et qui ne se mélange pas bien, de bien corner les parois de la cuve, et on continue à mélanger, toujours en première vitesse. Comme ça, on est sûr d'avoir un mélange bien homogène. Et là, je vais rajouter donc la dernière partie d'un coup. Et on va laisser mélanger entièrement cette dernière partie d'œuf. Alors l'important de la pâte à choux, c'est de la travailler tant qu'elle est chaude, enfin chaude, tiède. Là, elle est encore tiède à ce stade. Je ne vais pas la laisser dans un récipient pendant 1 heure à droite, sur le plan de travail.
la laisser refroidir et la pocher. Non, je la poche immédiatement. Après, si vous ne la cuisez pas de suite, c'est pas très grave. Alors de suite, ça veut dire dans les minutes qui suivent. Hein. Vous pouvez la cuire dans 1 heure, admettons. Mais il est important, vraiment très important, de la pocher tant qu'elle est tiède. Alors, je vais regarder la texture de ma pâte à choux. Première chose, je lève mon bloc moteur et je vois que la pâte à choux reste accrochée à la feuille. Alors certes, avec le poids à force, elle descend, mais je peux remarquer qu'elle reste quand même agglomérée autour de la feuille. Ça veut dire que ma pâte à choux est vraiment trop compacte, donc je vais l'assouplir, elle manque d'humidité. Donc je vais corner tout au centre avec une petite maryse. Je vais tout faire descendre également de la feuille. Et là, je vais rajouter du lait, donc du lait froid, si possible qui vient de sortir du frigo, même pas du lait ambiant. C'est le cas en ce qui me concerne. Il était dans le frigo juste avant qu'on démarre le tournage. Et je vais donc l'assouplir, mais j'en mets vraiment peu, la valeur d'1 à 2 cuillères à soupe à la fois, plus une que deux. Voilà, je mélange, j'attends de voir ce qu'on obtient. Alors à l'œil, je sais que ce n'est pas suffisant. Je remonte et qu'est-ce que je vois? Ma pâte, elle est toujours agglomérée autour de la feuille et malheureusement, elle descend par la force des choses, mais elle devrait descendre et couler, être beaucoup plus fluide. Donc là, je peux d'ores et déjà continuer mon mélange et mon rajout de lait. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai une pâte qui soit souple, qui coule, qui forme un ruban en fait lorsqu'elle a coulé de la feuille. Et autre chose pour savoir si elle est bien, je peux passer une spatule dans la pâte, il faut que ça forme un sillon qui se referme très lentement sur lui-même. Encore un autre indice, à l'aspect visuel, il faut que votre pâte soit brillante. Là, la pâte, elle est terne, elle est mate. Alors, je vais continuer à rajouter du lait. Alors là, on rajoute du lait ou pas selon la façon dont a été desséchée la panade. Si vous la desséchez trop, évidemment, on retire de l'humidité, donc on en rajoute à la fin. Si on ne la dessèche pas assez, la quantité d'œuf initiale peut suffire. C'est jamais pareil. Là, elle n'est pas brillante du tout, donc c'est un indice. Je rajoute un peu de lait. Vous voyez, je rajoute très peu. Il vaut mieux rajouter 10 fois du lait que d'en mettre une seule fois et d'en mettre trop. Après, on ne pourra pas revenir en arrière. Alors, si on regarde la pâte, comment elle se comporte, vous voyez, elle est tombée beaucoup plus rapidement de mon fouet. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en tous les cas, c'est flagrant. Elle commence à avoir un aspect satiné. Elle brille un petit peu plus. On va refaire la démonstration. Voilà, la pâte est autour de ma feuille. Bon, là, elle me fait mentir, elle ne veut pas descendre. Allez, on recommence. Mais elle a quand même tendance à couler un peu plus rapidement. Donc, pour moi, elle n'est pas encore assez souple. Donc, on va continuer à mélanger. Et je vais rajouter un petit peu de lait jusqu'à ce qu'on ait vraiment la texture idéale. Alors, cette texture idéale, vous allez savoir l'obtenir à force de vous entraîner. Ce n'est pas évident la première fois, mais c'est à force d'entraînement, à force de faire, que vous allez pouvoir vraiment maîtriser tous ces petits aspects de réglage, entre guillemets, on va appeler ça un réglage, en pâtisserie. Donc là, ma pâte coule vraiment beaucoup mieux. Elle commence à être bien brillante. Je vais rajouter encore un tout petit peu de lait, mais avant ça, je vais bien corner les parois de ma cuve et bien faire descendre la pâte de mon fouet. Enfin, de mon fouet, c'est pas un fouet, c'est une feuille. Voilà, je fais ce dernier ou avant-dernier ajout de lait. Là, je fais vraiment à l'œil. J'ai un petit peu l'habitude, donc je peux le juger sans arrêter le batteur à chaque fois. Et là, je pense qu'on va pas être mal du tout. Et là, j'ai la pâte qui coule directement, mais qui coule lentement, qui ne coule pas comme de l'eau.
d'un coup. Voilà, là on est, continue à couler encore un petit peu, on est pas mal du tout. Donc je vais débarrasser la cuve du batteur et on va faire un dernier test ensemble pour bien s'assurer que tout va bien. Donc ma pâte est ainsi prête. Elle a un aspect brillant. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se rendre compte vraiment à l'image. Cependant, elle a un aspect brillant en surface. Si je vais prendre une spatule un peu plus rigide, si je fais un sillon dans ma pâte, alors je vais le faire là, je rassemble tout bien au fond, je vais faire un sillon. Il faut vraiment que ce soit flagrant à l'image. Le problème, c'est de vous montrer vraiment ce que je veux vous montrer. J'aurais la personne à côté de moi, ça serait plus facile. Là, à l'image, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je vais faire un sillon. Et le sillon que j'ai réalisé, il faut qu'il se referme très doucement. Alors, vous voyez le sillon. Il s'est refermé légèrement. Je vais essayer de le refaire. Voilà, on voit le sillon. Il faut vraiment observer le sillon et le voir se refermer très doucement. Si vous avez un doute, on rajoute un peu de lait. On va partir sur ce principe-là en ce qui nous concerne. Et là, le mélange, je vais le finir à la spatule. C'est pas grave si je n'ai pas le batteur. Ça vous montre qu'on peut faire le mélange à la main, éventuellement. Mais vous pouvez vous rendre compte à peu près de la texture qu'il faut obtenir. Et là, si je fais un sillon, voilà, il se referme tout doucement. Alors tout doucement, c'est pas comme ça, hein, il se referme tout doucement, comme ceci. Voilà, à ce stade de la recette, la pâte est prête. Elle est encore tiède au toucher. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment la pocher, s'en servir. N'attendez pas qu'elle soit froide, entièrement froide. Alors, pour poursuivre, je vais prendre une poche à douille. Dans cette poche à douille, je vais y mettre une douille unie. Peu importe le diamètre, là je suis sur du 1 cm, donc 10 mm. C'est pas très important. Je vais bien caler ma douille au fond de la poche. Je vais obturer ma poche pour éviter que la pâte à choux coule au fond, quand je vais remplir ma poche. Et je mets ma pâte à choux dans la poche à douille. Attention, si vous mettez trop d'humidité, trop de lait ou trop d'œufs dans la pâte à choux et que la pâte à choux est vraiment coulante, que les choux ne se tiennent pas et qu'ils s'affaissent sur la plaque à pâtisserie, la pâte à choux est à recommencer. Ça ne marchera pas, les choux ne vont pas gonfler à la cuisson. Voilà, j'ai une belle pâte à choux qui est souple. Ouais, elle coule mais lentement, qui est brillante en surface. Là, on peut bien le voir. Voilà, elle a une bonne souplesse. Et là, je réparais donc mes deux plaques. Donc, deux plaques en silicone, demi-sphère, diamètre 3 cm. Et je vais remplir les cavités avec ma poche à douille. Alors, faites le travail de la poche à douille, il fera un travail beaucoup plus propre et beaucoup plus facile. Et là, on est sûr d'avoir des choux qui seront calibrés, qui seront tous de la même taille. On va les faire cuire avec un craquelin, de façon à avoir des choux qui seront encore plus réguliers. Le craquelin va donner de la régularité à nos choux, ça va les permettre de gonfler un petit peu plus et d'avoir des choux vraiment tous identiques. Si vous faites cuire la pâte à choux sans le craquelin, vous obtiendrez des choux qui seront plus petits, mais vous aurez également des choux qui auront des formes un petit peu biscornues. Donc, je vous encourage à mettre le craquelin. C'est pas grand chose à faire. Ça apporte un peu de croustillant lors de la dégustation. Et puis, ça donne surtout
un rendu bien meilleur une fois cuit. Voilà, je remplis mes 48 cavités. Alors, j'en aurai trop des choux, je vous le dis d'avance. Mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez, comme j'ai expliqué tout à l'heure. J'essaie de m'arrêter au niveau de la demi-sphère, de façon à avoir la quantité de pâte nécessaire. On va lisser avec une spatule vite dès que j'aurai fini pour s'assurer que ce soit bien régulier. Et regardez comment je tiens ma poche à douche, je la tiens bien à la verticale. C'est ma main droite qui presse. Ma main gauche ne me sert qu'à me guider. Et voilà. Et là, pour finir, donc avec une petite spatule, je vais venir lisser la surface. Alors je passe dans les deux sens de façon à ce que la pâte à choux remplisse bien la cavité. Voilà. Là, on est sûr d'avoir des choux qui sont parfaits, enfin qui sont parfaits, identiques. Voilà, on enlève le maximum de pâte qui déborde de la cavité. Bon, c'est pas très facile parce que le moule est en silicone, donc c'est souple, mais on fait au mieux. S'il en reste un petit peu, c'est pas très gênant. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, je commence par bien régulariser le dessus, d'avoir les cavités bien pleines. Et pour finir, on lisse en enlevant l'excédent pour avoir un démoulage aussi beaucoup plus aisé. Il m'en manque un tout petit peu, voilà. Et voilà, comme ceci. Alors, cette préparation, vous pouvez la faire à l'avance. Imaginons que le croquembouche soit prévu pour dans 3 jours. Eh bien, vous faites vos choux aujourd'hui, admettons, et vous gardez vos choux au congélateur. Ça ne pose aucun problème. Et vous les cuirez donc le jour J, de façon à avoir des choux qui soient à la bonne texture. À la fois croustillants et à la fois moelleux. Voilà. Et là, je filme donc à la surface, toujours au contact, et je place donc ces choux au congélateur. Et en attendant, on va préparer le craquelin, que lui aussi on va mettre au congélateur. On se retrouve de suite pour le craquelin. Donc, étape suivante, nous allons faire le craquelin. Donc, le craquelin, c'est un mélange de beurre pommade, de cassonade et de farine. Donc, on peut le faire au batteur. Là, on fait une quantité assez réduite, donc je vais le faire à la main. Soyez sûr d'avoir un beurre bien pommade, c'est tout ce qui est important pour que le mélange soit bien homogène. Donc je commence à mettre mon beurre dans un petit récipient, je rajoute mon sucre, je rajoute ma farine, vous voyez c'est pas très compliqué, et là je mélange tout jusqu'à ce que j'obtienne une pâte. Alors ce craquelin, comme je l'ai dit juste avant, va vous permettre d'avoir vraiment une pousse régulière durant la cuisson. Vos choux vont tous gonfler de la même façon, ils vont tous être bien ronds sur le dessus. Il y aura une petite croûte à la surface qui va se former, qui va donner un petit peu de croustillant lors de la dégustation. Donc c'est vraiment une préparation simple à faire. Pourquoi l'occulter si on veut vraiment un rendu
j'ai presque envie de vous dire impeccable une fois que les choux seront cuits. Pour faire mon croquembouche chiffre, ben, il faut vraiment que j'ai des choux réguliers. Si ce sont des choux qui poussent un petit peu n'importe comment à la cuisson et qui ont des bosses et des trous partout, ça ne va pas donner un résultat optimal, un rendu final vraiment adapté. Voilà, donc c'est un petit peu long à ce que le mélange se fasse, mais à force de mélanger, on va obtenir ce qu'on veut. Donc, n'hésitez pas à bien poursuivre. Je mets juste un torchon pour le bruit, voilà. Et là, on mélange bien. On peut, si on a envie, y mettre les doigts. Ça peut aller plus vite. Bon, l'inconvénient, c'est qu'on s'en met partout sur les doigts, mais bon, ça c'est un détail. Voilà. Et après, on va finir donc à la spatule. Voilà. Je vous disais qu'on s'en met plein les doigts, je le confirme. Et là, on finit donc bien à la spatule, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de relativement homogène. Ça y est, nous y sommes. J'obtiens une pâte. Et cette pâte, je vais m'en servir immédiatement, tant qu'elle a cette texture très souple. Donc pour m'en servir, je vais prendre 2 feuilles de papier sulfurisé. Je vais juste verser ma préparation sur la première feuille. Voilà, tout simplement. Je vais venir la ranger bien au centre. Commencer à l'étaler un petit peu comme ça, à l'aplatir avec mes doigts. Donc ça ne colle pas plus que ça au doigt. Et je vais venir positionner sur le dessus une seconde feuille. Et là, je vais bien appuyer pour que la seconde feuille adhère. Voilà, et je vais finir donc d'abaisser cette pâte entre les 2 feuilles de papier sulfurisé sur 2-3 mm d'épaisseur. Plutôt 3 que 2. Il ne faut pas faire quand même quelque chose de trop épais. Attention. Alors, je l'étale. Si ça n'a pas la forme rectangulaire ou ronde, ou c'est pas grave, on étale. Après, à l'emporte-pièce, on viendra découper des petits disques de craquelin qu'on viendra mettre sur les choux avant la cuisson. L'important, c'est de bien vérifier l'épaisseur. Alors, pour vérifier l'épaisseur, eh bien, on ouvre et on regarde. On regarde, il faut avoir quelque chose de relativement fin. Voilà, je ne vais pas aller plus fin que ça. Je vais rester comme ça, donc entre 2 et 3 mm d'épaisseur. Et là, vous placez donc votre craquelin au micro-ondes. Ça aussi, c'est une préparation qui peut être faite bien à l'avance et que vous gardez dans votre congélateur. Voilà, je le mets au congélateur et on le retrouvera un peu plus tard dans la recette, une fois congelé, pour avant la cuisson de mes choux. Bien, nous poursuivons avec la crème mousseline. La crème mousseline, c'est une crème pâtissière agrémentée de beurre. Sachez que la crème pâtissière, c'est une crème de base à partir duquel on peut obtenir différentes finitions. Donc, si on ajoute de la crème fouettée, on aura une crème diplomate, appelée également crème légère. Si on y rajoute du beurre, comme aujourd'hui, on aura une crème mousseline. Et si on y ajoute une meringue italienne à l'occurrence, on aura une crème Chibouste. Là, on va faire donc la crème mousseline. On va commencer par faire une crème pâtissière qui aura besoin de bien refroidir avant que le beurre soit incorporé. Pour cela, il nous faut du lait. Je vais tout de suite rajouter de la vanille. Alors, je veux une crème pâtissière bien vanillée, donc je vais être généreux en vanille. Là, j'utilise de la vanille en poudre. Vous pouvez très bien utiliser de la vanille en gousse. C'est juste une question de budget, chacun voit ça à sa façon. Mais le résultat sera le même. Vous pouvez également utiliser de l'extrait de vanille si cela vous chante. Dans ce cas-là, vous rajouterez la vanille dans la crème pâtissière une fois qu'elle sera refroidie.
J'ai également une pesée de poudre à crème ou maïzena. C'est la même chose. La poudre à crème contient juste du colorant et un arôme vanille en plus. Sinon, c'est toujours de la fécule de maïs, du jaune d'œuf, du sucre et 2 pesées de beurre. Donc, je vais rajouter la moitié du sucre dans mon lait qui est en train de chauffer. Voilà. Et je vais pouvoir mettre ça à chauffer tout doucement jusqu'à ce qu'on obtienne l'ébullition. Le fait de rajouter du sucre dans le lait, ça empêche la caséine du lait, qui est la protéine du lait, à s'accrocher au fond de la casserole et à colorer, en fait, à brûler, à faire une pellicule. Alors, ce n'est pas miraculeux, ça retarde juste ce processus, mais pensez à le faire, c'est bien, et vous aurez un lait qui va vraiment cuire sans accrocher au fond de la casserole. Donc, on poursuit avec, je prends avec les œufs, on va les mettre dans un récipient, donc cul de poule de préférence. Voilà, je corne bien le récipient. Voilà. On va prendre un fouet et je vais y rajouter le restant du sucre en poudre. Et là, je vais blanchir la préparation assez rapidement. On ne laisse pas en contact des œufs et du sucre en poudre sans les mélanger. Sinon, le sucre va absorber toute l'humidité de l'œuf. Alors, c'est pire si c'est des œufs, des jaunes d'œufs qui sortent de la coquille, donc qui sont encore formés. Le jaune est vraiment tel qu'il est dans l'œuf. Là, ça va vraiment absorber toute l'humidité du jaune et on dit qu'il va cuire. Alors, ce n'est pas réellement une cuisson, mais il va cuire, il va former en fait des grumeaux qui ne pourront plus se dissoudre. Donc, attention à ça. Donc, on blanchit bien. Mon lait est déjà chaud, je baisse un peu le feu. On blanchit bien les jaunes d'œuf et le sucre. Et on rajoute ensuite la poudre à crème ou la maïzena. Voilà, et je mélange à nouveau correctement de façon à obtenir un mélange parfait, sans grumeaux. Voilà. Donc mon lait frémit parce que j'ai baissé le feu. Je vais le remonter à 6. Voilà. Et comme il est chaud, je vais pouvoir le verser, mais je vais n'en verser que la moitié dans mon cul de poule. Voilà, l'autre moitié, je la remets sur le feu. Je la remets à bouillir. Avec ma main droite, je n'arrête pas de mélanger le lait avec les œufs, le sucre, la poudre à crème. Voilà, mon lait frémit à nouveau. Et je vais verser le contenu de mon cul de poule dans la casserole en petits filets. Un petit peu comme si je montais une mayonnaise, je rajoute l'huile tout doucement. Mais là, je rajoute mon appareil tout doucement dans le lait bouillant. Tout en mélangeant, bien sûr, avec ma main droite. Et ainsi, la crème pâtissière prend progressivement. Alors, elle s'épaissit. Voilà, jusqu'à ce que tout soit mis. Et là, je n'ai plus qu'à terminer la cuisson. Donc, la crème est prise au centre. On voit encore de la préparation de l'appareil liquide autour. Mais progressivement, il va se rajouter jusqu'à ce qu'on ait une crème bien homogène. Comme ici. Alors, la crème a épaissi. Ce n'est pas pour autant que votre crème est cuite. Il faut la cuire pendant 1 à 2 minutes, je dirais. Alors, ça dépend vraiment des quantités de crème que vous faites. Si vous faites 10 litres de crème pâtissière d'un coup, sur une base de 10 litres de lait, c'est sûr que la cuisson va être plus longue. Mais là, il faut compter 1 à 2 minutes pour cette quantité-là. J'ai une base de 500 g de lait au départ. Et jusqu'à ce que je remarque, alors on va déjà compter avec un chronomètre, donc 2 minutes. Et puis on a un second repère, c'est la texture de la crème, jusqu'à ce qu'elle obtienne un certain relâchement, c'est-à-dire elle va se fluidifier. Donc dès qu'on rajoute la préparation dans le lait, ça bloque, ça fait une crème pâtissière épaisse. Et à force de la cuire, mais elle va s'assouplir, elle va se liquéfier très légèrement. Bien sûr, vous mélangez constamment pendant la cuisson, pour ne pas que ça accroche au fond de la casserole. Et lorsque cette crème, vous voyez comment elle coule du fouet, lorsque cette crème a cette fluidité, on peut considérer qu'elle est cuite.
Alors cette crème, c'est bien de la faire la veille de votre croquembouche, qu'elle ait le temps de bien refroidir au frigo, parce qu'il faudra l'utiliser à 4 degrés. Alors, comme vous la faites la veille, le problème peut se poser, le problème suivant peut se poser. Si la crème pâtissière n'est pas assez cuite, ben la veille, vous risquez d'avoir de l'eau qui va, la crème pâtissière va rejeter de l'eau qui va se mettre à la surface. Ça veut dire que toute l'humidité du lait n'a pas été emmagasinée, n'a pas été bloquée par la fécule. C'est un manque de cuisson. Si votre crème pâtissière est dans le même état que la veille lorsque vous la récupérez du frigo, ça veut dire qu'elle est parfaitement bien cuite. Et là, vous pourrez poursuivre votre recette tranquillement. Voilà, je vais éteindre mon feu. Je vais rajouter la petite pesée de beurre. Il y a 2 pesées de beurre. Une première pesée qu'on rajoute dans la crème chaude. Une seconde pesée qu'on rajoute dans la crème une fois qu'elle est refroidie pour la monter en mousseline. Donc, je vais la rajouter comme ceci. Je mélange bien au fouet de façon à bien dissoudre ce beurre. Alors attention, toutes les crèmes pâtissières n'ont pas de beurre. Hein. Là, c'est vraiment un ajout de beurre en vue de faire une crème mousseline par la suite. Voilà. Je mélange doucement jusqu'à ce que la fonte totale du beurre soit faite. Alors bien sûr, là, ça la liquéfie encore plus, ce qui est normal. Je précise que toutes ces techniques-là qu'on voit aujourd'hui, la pâte à choux, la crème pâtissière, la crème mousseline qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo, ce sont des techniques de base et ce sont des techniques qui peuvent être demandées au CAP. Alors, il y a beaucoup de personnes qui passent leur CAP en candidat libre. On est au mois de mai et l'examen, c'est en mai et en juin tous les ans. Donc, pour les personnes qui se sont inscrites à cet examen, ben, n'hésitez pas à venir voir comment on réalise ces préparations-là. Entraînez-vous à la maison. Vous avez de grandes chances que cela vous soit proposé et vous soit demandé surtout un examen le jour de la pratique. Donc, ça fait une petite révision également. Voilà, donc je débarrasse ma crème pâtissière dans un récipient. Donc, je choisis toujours un récipient large et je mets toujours une préparation sur une fine épaisseur de façon à ce que le refroidissement soit optimal, c'est-à-dire rapide. Voilà, et je vais filmer sans attendre ma crème au contact avec un papier film pour éviter bien sûr qu'il y ait une croûte qui se forme à la surface. Si vous la laissez ne serait-ce que 10 minutes comme ceci à l'air libre, vous aurez une croûte et cette croûte après ben, vous ne pourrez plus la dissoudre, la supprimer. Donc pensez dès le départ à filmer, vous l'appliquez bien au contact sur toute la surface et là vous êtes tranquille. Donc comme je vous l'ai dit, on fait cette crème la veille, on la laisse refroidir à température ambiante ou du moins tiédir et uniquement lorsqu'elle sera tiède, vous pourrez la stocker dans votre frigo. Bien, nous poursuivons avec la nougatine. Pour la nougatine, il nous faut du sirop de glucose que j'ai déjà pesé dans la casserole vu sa texture. Le sirop de glucose est quelque chose de très visqueux, donc pesez-le directement dans votre récipient de cuisson, comme je l'ai fait là. Pour le manipuler, l'idéal est de le réchauffer au micro-ondes de façon à le fluidifier. Sinon, vous pouvez le manipuler en vous mouillant les doigts et vous pourrez l'attraper sans trop vous en mettre sur les doigts. Si vous le faites à main nue, avec les doigts secs, vous allez vous en mettre partout. Donc, on va commencer par faire chauffer notre glucose dans la casserole. Il faudra rajouter à ça du sucre de façon à faire un caramel. Et ensuite, on va rajouter de l'amande hachée. Alors, on peut faire avec de l'amande effilée, amande hachée. On aura plus de facilité à étaler l'amande hachée au rouleau qu'avec l'amande effilée. Surtout pour un gâteau comme celui-ci qui nécessite d'avoir quand même des couches de nougatine assez fines. Donc préférez l'amande hachée. Vous pourriez le faire par exemple au sésame. Là je le fais à l'amande. Mais c'est vous qui voyez selon ce que vous voulez faire. Il y a des petites variantes comme ça qui peuvent marcher sans pour autant empêcher la réalisation du gâteau. Donc voilà, mon glucose commence à bien fondre au fond de la casserole. Et je vais y rajouter donc mon sucre et on va cuire donc ce mélange
jusqu'à ce que l'on obtienne un caramel, dont le caramel, on appelle caramel un sucre cuit, qui qui a une coloration. Avant la coloration, on appelle ça un sucre cuit. Donc on va juger à l'œil de la coloration qu'on va obtenir de notre caramel, tout en sachant qu'il ne faut pas aller trop loin dans la cuisson. Si on a un caramel trop brun, on aura une nougatine amère. Ça ne sera pas du tout agréable à la dégustation. Donc voilà, je mélange au départ mon glucose et mon sucre, qui est du sucre en poudre classique. Et donc le sucre va fondre progressivement, on va obtenir un sirop, le sirop va bouillir et se concentrer jusqu'à obtenir le caramel. Tout le monde a fait un caramel à la maison. J'ai mis à préchauffer mon four à 150 degrés de façon à pouvoir maintenir cette nougatine à température. Alors je vais commencer à la travailler assez rapidement, mais je risque d'être assez rapidement coincé, c'est-à-dire qu'elle va durcir avant même que j'ai pu obtenir ce que je voulais. Donc la nougatine, une fois qu'elle est dure, elle n'est pas à jeter, ni à manger pour les gourmands qui sont autour de vous. Elle peut être réutilisée. Alors pour la réutiliser, il faut la refaire ramollir. Et pour cela, vous la mettez sur une plaque, sur un silpat tout simplement, et vous la mettez dans votre four à 150 degrés. Et progressivement, elle va ramollir et vous pourrez à nouveau la baisser et la travailler correctement. J'ai également fait torréfier mes amandes hachées préalablement au four, donc dans un four à 150 degrés pendant 10 minutes. Alors, elles ne prennent pas de coloration, mais c'est important de s'en servir lorsqu'elles sont tièdes. Parce que si on rajoute les amandes froides dans le caramel, on va avoir de suite un blocage. Si on rajoute quelque chose qui est chaud, enfin tiède, dans le caramel qui est bouillant, ben, le caramel va refroidir beaucoup moins vite. Donc on aura un laps de temps un peu plus long pour travailler notre nougatine. Si les amandes sont déjà torréfiées et refroidies, ben, vous allez faire comme moi, vous allez vous les réchauffer au four micro-ondes. Vous les mettez comme ceci même dans le saladier au micro-ondes pendant 30 secondes. Elles ne vont pas brûler, ne vous inquiétez pas, elles vont juste se réchauffer et ça marche très bien aussi. Ça c'est dans le cas où la torréfaction a été faite au préalable et qu'elle est entièrement refroidie. Voilà, donc mon sirop est obtenu. Mon sucre est entièrement fondu et là, progressivement, le sucre va se concentrer, dont la température va augmenter et on va également obtenir une coloration progressive. Alors pour le caramel, préférez une coloration progressive plutôt qu'une coloration immédiate. Vous pourrez mieux gérer votre cuisson. Donc, je vais baisser la température de mon feu et je vais laisser cuire mon caramel tranquillement de façon à ce que je n'obtienne pas un caramel très brun d'un coup. Vous voyez, j'ai laissé mes amandes 30 secondes dans le four micro-ondes. Elles sont chaudes à cœur. Elles sont même plus que chaudes. Je peux laisser les doigts à peine. Mais c'est très bien. Je vais les rajouter donc dans mon caramel chaud, ce qui évitera que les amandes le refroidissent. Voilà, donc là c'est une question de temps, hein. Il faut attendre que le caramel se fasse. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. On laisse le temps que les choses se fassent. Sinon on court directement à la catastrophe et le caramel sera trop brun, trop amer, trop dur. Enfin, on aura beaucoup de mal à gérer la chose. Donc voilà, au bout de quelques minutes de cuisson lente, je suis sur une échelle de 6, sur une échelle de 12, à 6 sur une échelle de 12, j'obtiens donc une coloration. On voit que le caramel a bien changé d'aspect. Là, il a commencé à colorer. Donc on ne parle plus de sucre cuit à ce stade-là, on parle de caramel. Et là, je vais essayer de ne pas aller trop loin dans la cuisson. Cependant, il faut aller suffisamment loin, alors ni trop peu. Si j'arrêtais là, que je mettais mes amandes, j'aurais une nougatine qui serait très claire. Donc je vais essayer d'être entre deux, d'avoir une nougatine qui a une jolie couleur brune, mais surtout ne pas aller dans l'excès, toujours pour une question gustative, et d'éviter de développer une amertume. Voilà, là on peut le voir, je vais essayer de le montrer à la caméra,
la couleur que je veux aller. Là, à ce stade, ça va très vite. Donc, il vaut mieux baisser le feu. Et là, je rajoute en une seule fois donc, mes amandes qui sont chaudes, enfin tièdes. Voilà. Et je mélange vite tous ces éléments. Je suis toujours sur mon feu allumé, mais mon feu quand même à chaleur plus douce. Je suis à 3. Et je mélange tout ça correctement jusqu'à ce que toutes les amandes soient bien enveloppées de caramel. Et on obtient donc une nougatine. Alors c'est facultatif, on peut rajouter à ce stade du beurre. Alors là je vais le sortir carrément du feu. On peut rajouter du beurre. C'est vous qui voyez, ça va imperméabiliser un petit peu la nougatine, ça va lui permettre de moins se reprendre l'humidité. Donc moi j'aime bien en mettre un petit peu. Voilà, j'ai mis la valeur de 30 grammes et on mélange bien de façon à ce que tout le beurre s'incorpore. Voilà, comme ceci. Vous voyez, la coloration se poursuit. Donc là, on va pouvoir arrêter directement en versant notre nougatine sur donc, une toile silicone. Là, on a une nougatine bien homogène avec une jolie couleur brune. Et là, il va falloir avancer rapidement. Ce n'est pas l'heure d'aller répondre au téléphone. S'il sonne, vous laissez sonner. Donc voilà, votre nougatine est chaude. On va donc mettre une seconde toile silicone sur le dessus et on va l'abaisser de façon à obtenir quelque chose de très fin. Alors si vous n'avez pas de toile silicone, c'est pas grave, vous passez de la toile silicone et vous abaissez directement au rouleau à pâtisserie, qu'il soit en bois, qu'il soit en polyéthylène, enfin en plastique alimentaire comme celui-ci, peu importe. Pensez simplement à le graisser très légèrement avec un peu d'huile juste avant, de façon à ce que la nougatine ne colle pas donc au rouleau. Et là, je l'abaisse finement. Tant pis si ça déborde, c'est pas grave. Je l'abaisse finement. Tant qu'elle est chaude, on y va. On veut faire quelque chose de fin. Et après, avec les chutes, eh bien, c'est pas grave. On va tout simplement les repasser dans le four et on les réutilisera pour le chiffre suivant. Aujourd'hui, on est sur le 27. Il nous faut 2 plaques en forme de 2, 2 plaques en forme de 7. Voilà, donc, si votre toile silicone colle à la nougatine, c'est qu'elle est encore trop chaude. Donc là, elle ne colle pas, ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, j'ai soulevé un petit peu, ça collait. Je ne voulais pas montrer, mais ça collait. Donc vous voyez, ça se décolle tout seul. Ça veut dire que votre nougatine est suffisamment froide pour qu'elle ne colle pas au silpate. Cependant, elle n'est pas suffisante, elle est encore assez chaude pour pouvoir la mouler. Donc je prends ma forme, là je prends le numéro 2, ici j'ai le numéro 7, et je viens le positionner, et je viens appuyer très fort tant que c'est encore chaud. Je peux me servir de rouleau à pâtisserie pour vraiment m'en servir. Vous prenez un marteau à la maison et vous tapez vraiment sur la tranche de l'empreinte de façon à pouvoir extraire votre chiffre numéro 2, du moins à bien le marquer sur la nougatine, comme ceci. Là, il faut que j'insiste un peu ici. Voilà. Et là, on va laisser réchauffer à nouveau au four parce qu'il a refroidi très rapidement. Il est sur une très fine épaisseur. Donc, on va le remettre sur une plaque au four à se réchauffer. Et on va pouvoir à nouveau venir découper un second numéro 2 ici. Alors, voilà ce que nous avons fait. Notre 2 a été découpé tout à l'heure avec notre cercle inox. Je l'ai bien donc enfoncé et tapé avec le rouleau pâtisserie pour bien le découper. Et j'ai retiré tout l'excédent qui avait trop durci et que j'ai remis sur une seconde plaque avec une toile silpate
dans le four à 150 degrés. Donc le 2, celui-ci, on va le garder de côté et on va en faire un second chiffre pour bien vous remontrer la technique. Alors là, je le laisse bien à plat pour qu'il refroidisse, bien à plat, qu'il ne refroidisse pas gondolé par exemple. Et je vais faire le second 2 parce qu'il nous faut 2 chiffres 2 et 2 chiffres 7. Donc je vais sortir ma nougatine qui est repassée donc, au four à 150 degrés. Voilà, je l'ai disposé un petit peu n'importe comment sur la plaque. Je la sors de la plaque. Donc là, elle est vraiment souple. Je viens me positionner par-dessus un second silpate. Je l'étale. Enfin, je ne cherche pas à trop l'étaler, elle est déjà étalée, mais je l'homogénéise en surface. Voilà. Je retire mon silicone du dessus. Il y a des petites épaisseurs, je vais peut-être l'étaler un peu plus. Voilà. Je répète, il faut avoir des couches de nougatine relativement fines. Et vite avant que ça redurcisse, on se positionne dans un endroit où on peut prendre le chiffre entier et on appuie bien fortement. Alors si la nougatine est assez souple, on peut le faire à la simple pression de la main. Si elle est un peu trop dure, on le fait avec le rouleau ou mieux encore avec un marteau pour éviter de marquer le rouleau. Et on laisse refroidir à plat. Vous voyez, le 2 est bien marqué. Une fois qu'il sera refroidi, on pourra retirer tout le pourtour en le cassant très légèrement ou en passant un petit couteau très légèrement. Le sucre va se casser et vous pourrez garder ainsi les chiffres bien à plat. Vous pourrez les faire à l'avance, vous pourrez les conserver 24-48 heures dans une boîte qui ferme hermétiquement, de façon à vous avancer ce travail qui prend quand même un peu de temps et qui demande un petit peu de technique. Je vais faire les 2 chiffres suivants, c'est-à-dire le 7 2 fois, et on se retrouvera juste après pour la suite. Donc voilà, là je suis en train de faire le dernier chiffre, dans le numéro 7. Voilà, j'ai bien appuyé, bien fort, de façon à bien marquer mon chiffre. Et là, avec un couteau, je n'appuie pas fort parce que je suis sur le silpate, c'est juste pour enlever l'excédent de nougatine. Et de bien m'assurer de retirer donc cet excédent sans casser mon chiffre et sans couper mon silpate. Voilà. Et ici un petit peu. Et voilà. Donc, tout ça, c'est l'excédent qui peut être réutilisé ou qui peut être mangé si vous avez des gourmands autour de vous. Voilà, donc, tant que c'est chaud, je le remets bien à plat et je laisse refroidir bien à plat. Ici, j'ai mes 4 chiffres, donc il me faut 2 chiffres 2 et 2 chiffres 7. Je peux les conserver, donc, comme je vous le disais, dans une boîte hermétique pendant 24-48 heures. Si vous avez des petits sachets qui absorbent l'humidité, comme on peut voir souvent dans le commerce maintenant, certains aliments qui sont secs, qui sont avec ces sachets-là, vous pouvez les rajouter dans la boîte, ça va vraiment absorber l'humidité et éviter que votre nougatine ne remouille, en fait, ne suinte et devienne collante. Donc vous les gardez comme ça et on se retrouvera donc pour la suite, c'est-à-dire la crème mousseline et ensuite la caramélisation de nos choux et le montage final de notre croquembouche. Nous continuons par la cuisson des choux. Donc nos choux ont été réalisés au préalable, donc soit il y a quelques heures, soit plusieurs jours à l'avance. Et comme je vous l'avais dit, on les a placés au congélateur. Donc là, ils sont entièrement congelés. Donc je retire le papier film et je vais venir les démouler et les positionner, donc partie plane en dessous bien sûr, sur une toile silicone qui sera posée sur une plaque. Plaque perforée ou pas, peu importe. Si c'est perforé, c'est mieux. Ici, j'utilise la plaque Silichef, qui est une exclusivité meilleure du chef.
Voilà, et je les positionne donc sur la plaque à pâtisserie à quelques centimètres d'intervalle. Il faut penser que la pâte va gonfler à la cuisson, donc il faut lui laisser l'espace suffisant pour se développer. Et pour optimiser la place sur la plaque, je vais les ranger en quinconce, c'est-à-dire je les mets à cheval, je les mets en retrait, comme je le fais là, sur la plaque à pâtisserie. Je ne les aligne pas comme un quadrillage. Voilà. Ainsi, j'optimise au maximum l'espace que j'ai sur la plaque. Et donc, je vais en cuire autant que je peux, sachant qu'il en faudra quand même quelques-uns. Je ne peux pas tous les cuire, ça fera beaucoup. Mais il en faudra une bonne quantité pour faire notre croquembouche. Donc, voilà, on prend le temps de bien les aligner. Si ça dégèle partiellement parce que c'est petit, c'est pas très gênant. Sachez qu'on peut les enfourner totalement congelés ou alors on peut les laisser dégeler et les enfourner par la suite. Ça ne va rien changer au résultat final. Dans notre recette, on va quand même rajouter le craquelin que Gaëtan, tu vas aller me chercher s'il te plaît au congélateur. Donc je le sors au dernier moment, le craquelin, parce qu'il est étalé sur une très fine épaisseur et il peut se dégeler très rapidement. Donc voilà, d'abord je commence à positionner mes choux. Allez, je vais tous les mettre. Si il n'y a pas assez de craquelin, j'en ferai cuire sans craquelin, comme ça on pourra voir la différence avant cuisson et après cuisson. Et on se rendra bien compte de l'effet du craquelin sur nos choux. Tiens, t'as qu'à le poser là, je te remercie. Bon, après les disques de craquelin, on va faire des tout petits disques, donc ça devrait quand même aller pas trop mal. Voilà. Et voilà. Donc nos choux sont positionnés. On peut se permettre même de les espacer un petit peu, de les répartir mieux sur les deux plaques. Voilà, comme ceci. On va faire comme ça, qu'on puisse garder tout à l'image. Donc, mon craquelin est ici, il est de retour. Donc, j'enlève la première feuille. Je la repositionne sur ma plaque. Je retourne mon craquelin et je retire la seconde feuille. Ça, c'est de façon à le décoller du papier sulfurisé. Et là, je vais le laisser dégeler très légèrement. Et je vais prendre donc un emporte-pièce. Alors là, je suis sur de 3 cm. Là, je suis sur du 2 cm. Pour que ce soit un emporte-pièce qui recouvre le chou. Mais 3 cm, ça va être trop gros. Je vais prendre du 2 cm et je vais commencer à détailler donc des disques. Des disques de 2 cm. Alors, je peux le faire à la suite. Ils s'empilent en fait à l'intérieur de mon emporte-pièce. Les petits disques de pâte. Et après, je les sors tous d'un coup. Et là, je les positionne tant que ceux-ci sont encore congelés, bien centrés sur le chou. Et à la cuisson, ce craquelin va fondre, donc il va épouser parfaitement le chou et lui donner de la régularité. La dimension idéale aurait été de faire des petits disques de craquelin de 2,5, compte tenu du diamètre de mes choux. Mais bon, en faisant 2, ça devrait convenir assez bien également. Voilà, donc il faut aller assez vite. Donc, si votre craquelin a tendance à dégeler trop vite, vous le repassez un coup au congélateur, ou alors vous faites 2 craquelins, plutôt que d'avoir une grande plaque, vous en faites 2 petites, de façon à pouvoir alterner. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Voilà, je vais positionner donc mes disques. Voilà, donc bien au centre.
Si les choux décongèlent, c'est pas gênant. Ils vont rester en forme, ne vous inquiétez pas, même dégelés. Pensez à préchauffer un four ventilé, donc ventilé chaleur tournante, à 180 degrés pour démarrer la cuisson dès que c'est prêt. Petit détail important, je suis resté avec mon craquelin sur la plaque qui, elle, est froide. Je n'ai pas posé la feuille directement sur le plan de travail qui est à température ambiante pour essayer de conserver le côté glacé, enfin le côté froid, le plus longtemps possible et pour éviter que le craquelin se réchauffe trop rapidement. Voilà, donc je positionne bien tout. Donc je termine ça et puis dès que je suis prêt, on se retrouve pour la cuisson. Donc voilà, j'ai positionné tous les disques de craquelin sur les choux. Maintenant j'enfourne dans le four donc qui est chaud. Donc on va laisser cuire pendant environ 25 minutes. Et dans 25 minutes, on verra dans quel état ils seront, s'ils seront assez cuits, pas assez cuits. Et on se retrouve donc juste après la cuisson. Donc je vous rappelle que vous pouvez gagner durant cette soirée 2 moules. Ce sont des cercles en fait. Ah, les choux sont cuits. On va les laisser 2 secondes dans le four. Donc 2 moules en forme du chiffre que vous désirez. C'est vous qui nous direz le chiffre que vous voulez. Donc si vous nous regardez sur Facebook, il suffit de liker, de commenter et de partager. Vous mettrez bien sûr dans le commentaire les chiffres que vous voudrez. Donc ça peut être 2 chiffres identiques ou 2 chiffres différents, entre 0 et 9. Et si vous nous regardez sur YouTube, il vous suffit de vous abonner, de liker et de commenter. Vous mettrez également dans le commentaire les chiffres que vous voulez recevoir si vous gagnez ce fameux concours. Voilà pour le concours. On va sortir les choux. Donc ils ont cuit entre 25 et 30 minutes, ça peut varier d'un four à l'autre. Et voilà le résultat qu'on obtient. Donc vous voyez, on a des choux qui sont vraiment très réguliers, tous de même grosseur. Et ça sera parfait pour réaliser notre dessert du jour, le croquembouche. Donc voilà, j'attrape les 2 plaques. Et avec des choux réguliers, comme ceci, on va pouvoir monter un croquembouche qui sera également régulier lui aussi. Donc on va laisser refroidir. On se retrouve pour la fin de la crème mousseline, le remplissage des choux et le montage final de notre croquembouche. À de suite. Bien, nous poursuivons par la crème mousseline donc, dont il me faut le beurre qu'on a vu tout à l'heure lors de la pesée. Et ici j'ai ma crème pâtissière qui a bien refroidi, qui a passé 1 heure minimum dans le frigo. Vous pouvez la faire la veille, il n'y a aucun souci. Il faut qu'elle soit bien froide, qu'elle sorte à 4 degrés du frigo. Et on va pouvoir faire notre mélange. Donc pour cela, je vais commencer par battre mon beurre. Donc le beurre, c'est un beurre pommade, donc à température ambiante. Et on va le battre très longuement. Donc je vais le battre, stopper le batteur, bien corner le beurre de façon à tout remettre au centre et rebattre. Il faut que le beurre soit très lisse, qu'il soit très souple et qu'il blanchisse en couleur. Donc on commence de suite. Donc on a une quantité assez réduite de beurre. Et on aura besoin de tout ce beurre. Enfin, il n'y a pas tout ce beurre, il n'y en a pas tant que ça, tout compte fait, pour cette quantité de crème pâtissière. Donc je vais au maximum. Voilà, on prend le temps. On ne se contente pas de mélanger. Ça y est, il a la pommade, c'est bon. Non, on le mélange longuement, pendant bien 5 bonnes minutes. Donc là, je vais corner les parois du récipient. Donc je dis 5 bonnes minutes parce que si vous voulez avoir une crème vraiment très lisse, il faut avoir un beurre parfait à la base. Et si vous vous contentez de le battre comme je viens de le faire là et d'incorporer d'ores et déjà la crème pâtissière, ben vous aurez des soucis. Vous aurez une crème pâtissière avec des grains de beurre, donc ce n'est pas l'idéal.
Je vous expliquerai après comment rattraper une crème mousseline si vous avez un souci lors de sa réalisation, au moment venu, pas maintenant. Mais là, mélangez bien votre beurre, bien longuement, 5 bonnes minutes, c'est vraiment le chrono à respecter. Voilà, mon beurre est bien lisse. Je vais le montrer juste à la caméra. Alors j'ai pris le soin de dégrafer mon fouet de façon, il est plus tenu par l'axe du batteur, de façon à gagner quelques millimètres qui descendent un peu plus bas dans la cuve et ainsi il ramasse mieux le beurre. Voilà, donc j'ai mon beurre qui est bien battu. Je vais juste bien le corner au centre de la cuve. Voilà. Je récupère bien tout le beurre. C'est important, sinon les quantités sont changées. Alors, je remets le batteur sur, le fouet sur le batteur. Je remets la cuve en place. Et là, je redégrafe le fouet. Comme ça, il descend un peu plus bas, comme je viens de le dire. Donc, je vais remettre à battre mon beurre et je vais incorporer ma crème pâtissière en plusieurs fois. Alors, la crème pâtissière qui est bien froide, je vais la rajouter donc l'intégralité en une dizaine de fois, admettons. À chaque fois que je rajoute, j'attends bien que la crème soit incorporée avant d'en remettre. On y va. On y va. Voilà, donc je rajoute progressivement. Non, le mélange se fait assez rapidement quand même. Et je fais ça petit à petit. Voilà. Alors, à mi-parcours, je vais arrêter le batteur. Je vais bien corner. Donc, je retire mon fouet qui risque de me gêner. Je vais bien corner les parois du récipient de façon à ce qu'il n'y ait pas de beurre qui reste figé et collé à la paroi. Je vais bien jusqu'au fond. Voilà, que le mélange se fasse correctement dès le départ. Voilà, je suis bien ma maryse sur le fouet. Et là, on va pouvoir recommencer à battre. Et on sera sûr d'avoir une crème qui va être vraiment homogène. Je dégrafe toujours mon fouet. Ça, c'est la petite astuce. Et je continue à rajouter de la crème pâtissière, donc bien froide. On aurait tendance à croire qu'il faut rajouter une crème pâtissière tempérée pour que le mélange se fasse correctement. Mais non, le fait d'avoir bien battu le beurre au départ et le fait de rajouter une crème bien froide, le mélange se fait parfaitement bien. Et voilà, donc on va laisser maintenant foisonner la crème. On va la laisser bien monter pendant 4-5 minutes, encore une fois. Donc c'est une crème qui est un petit peu longue à faire, mais c'est pour avoir un résultat vraiment optimal. Il faut bien la monter et on aura une crème parfaitement lisse. Et ensuite on pourra donc fourrer nos choux. On se retrouve dès que la crème est prête. Bien, donc notre crème a bien foisonné pendant 5 bonnes minutes. Donc là j'ai quelque chose de parfaitement lisse.
Alors, si par cas, vous obteniez une crème granuleuse à la maison, ça peut arriver parce que vous n'avez pas respecté la procédure à la lettre. Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Dans ce cas-là, votre meilleur ami, ça va être le chalumeau. Donc, le chalumeau de cuisine, vous allez simplement réchauffer les parois de la cuve tout en continuant à mélanger jusqu'à ce que ces petits grains de beurre fondent et s'incorporent à la crème. Alors, l'inconvénient que ça va apporter, c'est que votre crème va se liquéfier. Donc, du moins, elle va être plus coulante, beaucoup plus souple. Donc, dans ce cas-là, il faudra la remettre un petit peu au frigo, genre un quart d'heure, et la refouetter, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous obteniez la texture voulue, c'est-à-dire une crème qui se tient. Voilà. Maintenant, si vous avez, avec le chalumeau trop chauffé, et que vous avez vraiment une crème très très liquide, mais toujours pareil, vous la mettez au frigo, vous laissez le beurre refiger un petit peu, vous ne laissez pas figer trop, vous remélangez et vous remettez au frigo. Vous faites ça par étapes et là vous arriverez à revenir sur une crème qui sera donc à bonne texture. L'inconvénient c'est que vous perdez juste du temps. Au lieu de faire votre crème mousseline en 10 minutes, mais vous allez la faire en 2 heures. Voilà, c'est le seul inconvénient. Donc la crème est prête. Je vais la débarrasser dans une poche à douille. J'ai mis au fond une douille unie. Hop, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. Une douille unie, diamètre 10 mm, donc 1 cm. Alors ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous avez une douille 8 mm, 6 mm ou 11 mm, ça va le faire quand même. Ce n'est pas très grave si vous n'êtes pas sur du 10 mm comme sur la vidéo. Donc, je vais débarrasser ma crème dans une poche à douille. Comme ça, j'aurai la crème qui sera prête pour fourrer mes choux. Voilà, je ne mets pas tout parce qu'on a plus de... C'est plus facile de travailler avec une poche qui n'est pas trop pleine plutôt qu'avec une poche complètement pleine. Donc, voilà. J'ai mis les 3/4 de la crème. J'ai ma poche qui est prête. Je la laisse sur le plan de travail en attendant et on poursuit. Donc je vais poursuivre en perçant mes choux. Donc ça c'est des petits choux qu'on a cuits tout à l'heure, qui ont bien refroidi. Et maintenant avec une douille plus étroite, ici c'est du 3-4 mm, je vais faire un trou sur le dessous avec le bout de la douille. Voilà, un trou pour pouvoir fourrer donc mes choux à cœur. Alors je fais un trou que j'agrandis légèrement, vu que la douille est évasée, j'agrandis légèrement de façon à ce que la douille de ma poche à douille puisse pénétrer à l'intérieur et ainsi je vais être sûr de pouvoir bien les garnir. Voilà, donc je fais ça sur tous les choux. Bon, les choux, n'hésitez pas à les faire la veille si vous voulez. Les choux, vous pouvez les faire la veille, les laisser reposer à température ambiante sur le plan de travail, juste couverts d'un torchon. Alors vous les couvrez que lorsqu'ils seront refroidis et ils seront très bien le lendemain, ne vous inquiétez pas. Par contre, les faire plus tôt, vous risquez d'avoir des choux qui vont être vraiment très secs. Donc là, ils vont sécher un petit peu durant la nuit. La crème va les humidifier, donc va leur redonner le moelleux. Mais après, si vous partez sur des choux qui sont faits trop à l'avance, ils risquent d'être un peu trop carton et ça ne sera pas bon à la dégustation ou pas aussi bon que ça devrait l'être, du moins. Donc, faites les choux le jour même en les laissant bien sécher au four et refroidir et vous les fourrez. Ou alors, vous faites des choux la veille et vous les laissez à température ambiante, couverts d'un torchon, tout simplement. Donc voilà, mes choux sont tous percés. Et là, je vais pouvoir donc commencer à fourrer les choux. Alors, pour savoir si un chou est fourré, alors, il y a deux solutions. Soit il y a un petit trou et le chou fuit. Donc, si ça arrive, ce n'est pas grave, on essuie avec le doigt pour faire quelque chose de propre. Soit le chou est bien formé. Si on appuie trop fort, il va éclater. Donc, on aura un chou éclaté dans la main. Et si on fait attention, on se rend compte que le chou est plein au poids. On peut se rendre compte que le chou est léger lorsqu'il est vide
Et lorsqu'il est rempli de crème, ben, on se rend compte qu'il a changé de poids. Et là, on voit qu'il est bien rempli. Donc, il est normal qu'on ait une petite goutte comme ça de crème qui sorte. C'est bon signe, ça veut dire qu'il est plein. Cette goutte sera essuyée par la suite. Voilà, on va faire comme ça tous les choux. Voilà, on va doucement, on presse surtout doucement avec la main droite, de façon à ne pas faire éclater le chou. Et dès que j'aurai fourré tous mes choux, on se retrouve pour l'étape suivante. Donc voilà, tous mes choux sont fourrés. Donc la quantité de crème qu'on a réalisée m'a permis de fourrer donc ces 48 choux. Là j'ai 48 choux, j'en aurai certainement trop pour faire mon croque-en-bouche. Mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez, comme je le disais au début de la recette. Donc là, les choux, il faut maintenant les nettoyer. Donc avec une petite lame de couteau, ben, on va tout simplement enlever l'excédent de crème pâtissière, de crème mousseline, ici, et avoir quelque chose de vraiment propre. Et ensuite, on va pouvoir les ranger délicatement sur une plaque. Voilà, ça c'est un petit travail important à faire pour rester propre durant toute la progression de la recette. Parce que si on commence à laisser les choux avec la crème qui déborde sur le dessous, ben on va s'en mettre plein les doigts en fin de compte et on aura un dessert qui sera finalement peut-être pas aussi propre qu'il devrait l'être. Voilà, donc c'est juste une petite précaution à prendre. C'est fait en 2 minutes. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais mettre ces choux donc au frigo en attendant que mon caramel, on va glacer les choux avec du caramel, en attendant que mon caramel soit réalisé. Et comme le caramel, il faut le faire lentement, c'est-à-dire que l'ébullition et la cuisson soient progressives et non pas avec le feu allumé au maximum. Je vais prendre le temps de faire un caramel blond et dès qu'il sera blond, ben, mes choux auront eu le temps de prendre le froid. Je vais les ressortir et les glacer. Et ainsi, on aura une crème qui aura légèrement figé dans les choux et qui aura également une meilleure tenue. Voilà, je fais ça. Je vais faire ça sur tous les choux. On se retrouve pour la réalisation du caramel dans un instant. Donc pour mon caramel, j'ai une pesée de sucre, de sirop de glucose pardon, et de fondant blanc. Là, je vais vous présenter une recette de caramel pour croque-en-bouche que je n'ai jamais montré nulle part, ni sur le site ni ailleurs, qui fera un caramel donc, qui va mieux résister à l'humidité ambiante, donc qui sera plus solide. Donc, on va commencer par faire chauffer le sirop de glucose. Donc j'ai 500 g de fondant blanc pour 100 g de sirop de glucose. Et je vais donc mettre ce fondant. Donc le fondant blanc, c'est la préparation sucrée. C'est que du sucre hein, que l'on trouve généralement sur les éclairs en pâtisserie. Et sur certains choux. Donc voilà, donc je vais tout mettre. Alors c'est assez visqueux. Mais ça, c'est pas très gênant. On prend le temps qu'il faut. Voilà. Donc tout ça va fondre, va se mettre à bouillir, va former un sirop. Et ce sirop, au bout du compte, va former donc un caramel. Toujours une cuisson lente pour éviter une caramélisation trop rapide et une montée en couleur trop rapide également. Si c'est trop rapide et que ça brunit trop, on obtient un caramel amer. Donc évitez d'avoir ce caramel amer de préférence. Donc voilà, j'ai démarré la cuisson, je la laisse monter progressivement. On va peut-être aller jusqu'à la fonte totale du fondant et l'ébullition. Et ensuite, on se retrouvera lorsque le caramel sera quasiment prêt. Donc dans quelques minutes. De façon à pouvoir glacer nos choux. Donc le caramel est en train de cuire. Vous voyez, ça a formé un sirop qui est en ébullition et qui commence à jaunir très légèrement maintenant. Là, je suis sur... la plaque est réglée sur 6, sur une échelle de 12. Donc je suis à température modérée. Ça fait précisément 6 minutes que le démarrage de la cuisson a démarré. Donc vous voyez, ça va assez vite. On va poursuivre la cuisson encore jusqu'à ce qu'on obtienne vraiment un caramel blond. J'en profite pour ceux qui nous regardent sur Facebook de rappeler qu'il y a un concours pour gagner donc les deux cadres chiffres donc, qui nous vous permettraient de refaire cet entremets à la maison. Donc pour participer à ce concours, il vous suffit de liker, de commenter, de partager. Dans le commentaire, vous indiquerez les chiffres que vous voulez recevoir. Vous en choisissez 2
entre les chiffres 0 et 9 donc. Ça c'est pour le concours. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, pareil, il suffit de s'abonner, de liker et de commenter la vidéo. Et bien sûr, vous indiquez dans le commentaire les 2 chiffres que vous aimeriez gagner si vous êtes l'éventuel gagnant. Voilà, pendant que je parlais, le caramel a continué à avancer. Et là, on se rend compte qu'il commence à colorer. Donc, on ne va pas être loin du but. Bon, il est encore très blond. On va le faire blondir un peu plus, qui fonce, pas trop non plus. Et pour la suite, je vais utiliser donc des moules silicone. Des moules silicone demi-sphère. Tiens Gaëtan, s'il te plaît, tu peux aller me chercher les choux qui sont dans le frigo. Alors je vais placer les choux, comme je l'avais dit, dans le frigo. Je baisse encore la température à 1 sur une échelle de 12, que ce soit vraiment régulier. Vraiment que la cuisson puisse s'arrêter. Je vais même sortir la casserole du feu. Là, j'ai obtenu, on va le montrer dès que Gaëtan sera revenu. Là, j'ai obtenu un caramel qui est suffisamment blond. Là, ce que je veux maintenant, c'est vraiment stopper la cuisson. Alors, je vais jongler entre la plaque qui est en mode chauffe et l'extérieur de la plaque qui permettra de ralentir la cuisson. Donc, tous mes petits choux sont ici. Je vais les mettre de côté. Voilà, je me mets les plaques en silicone, mes choux. Allez, je laisse encore cuire un tout petit peu. Alors là, vraiment, on y va lentement, on prend son temps. On ne va pas faire monter le caramel en couleur rapidement. Sinon, c'est fichu, il faut recommencer. Voilà, je peux me permettre de le mélanger. On dit souvent, il ne faut pas mélanger un caramel. Moi, je le mélange, j'ai jamais vu d'effet négatif. Hein. Donc, faites comme vous voulez. Voilà. Là, il a une jolie couleur. Allez, je le sors de mon feu. J'attends qu'il débulle. Et là, je vais prendre donc mes choux qui ont commencé à ramollir d'ailleurs du fait qu'on les ait fourrés. Donc, c'est l'humidité de la crème qui en fait ramollit le chou. Et là, je les prends donc avec les doigts vraiment sur la base pour pouvoir le tremper. Alors attention, ne pas tremper les doigts dans le caramel, sinon vous allez hurler. Regardez le caramel de près. Voilà, il a une jolie couleur. Si je le fais basculer dans la casserole, on voit par transparence que c'est un caramel relativement blond. Voilà, et là donc je trempe donc jusqu'à la moitié environ. Je laisse s'égoutter l'excédent du caramel et je viens le positionner dans l'empreinte donc demi-sphère en silicone et je laisse refroidir. Donc je fais tous les choux ainsi. Alors ça bien sûr c'est une étape qui se fait à la dernière minute. Quand j'entends dernière minute, ça veut dire vite avant de faire le montage final de notre croquembouche. Le caramel, c'est une matière fragile qui ne supporte pas l'humidité. Même si je suis sur un caramel qui n'est pas à base de sucre classique, c'est-à-dire sucre en poudre, que j'ai fait avec du fondant, donc qui est censé mieux résister à l'humidité, ben, lui aussi a ses faiblesses et puis il a une durée de vie relativement limitée. Donc on ne fait pas ça la veille pour le lendemain, on le fait vraiment à la dernière minute. Voilà. Donc je positionne les choux, je prends le temps de le faire. Si le caramel a tendance à trop refroidir, trop durcir, à s'épaissir avant de durcir, on le remet très légèrement sur le feu. Alors sur le feu très doux, hein. On n'est pas en train de on ne veut pas le cuire, on veut juste le maintenir liquide. Voilà. Tant que vous ne m'entendez pas crier, c'est que mes doigts ne touchent pas le caramel. Voilà, il faut aller assez vite parce que le caramel continue à cuire malgré tout. Donc il continue à colorer, même s'il n'est pas sur le feu. Et on risquerait d'avoir une différence de couleur entre le premier chou et le dernier chou si on mettait vraiment trop de temps. Voilà, on va essayer également de maintenir ce caramel
intact pour s'en servir également comme caramel de collage pour le montage de notre pièce montée. Si, enfin croquant-bouche, si le caramel venait à se solidifier entièrement, il est toujours possible de placer la casserole dans un four à 150 degrés de façon à le refaire fondre. Ça peut marcher. Sinon, ben, la solution ultime, si vraiment on n'y arrive pas, c'est d'en refaire un depuis le départ. Voilà, j'ai rempli toutes mes cavités. Alors je vais voir les premiers que j'ai moulés, où ils en sont. Voilà, je démoule le premier chou, on peut le voir. Il a une coque parfaitement lisse, parfaitement ronde. Donc je vais pouvoir les retirer dans l'ordre, à peu près dans l'ordre où je les ai mis. Et obtenir donc mes choux qui sont parfaitement glacés de caramel et qui ont vraiment une coque, une surface bien ronde, bien lisse. Voilà, ça c'est les derniers que j'ai fait. Je vais les laisser refroidir un peu plus et je vais poursuivre avec les derniers choux. Voilà. Et voilà, donc je remets mon caramel à feu très doux qui garde une consistance liquide. Je vais laisser refroidir les derniers que j'ai fait et ceux-là, je vais pouvoir les démouler maintenant. Voilà. Donc voilà le glaçage des petits choux. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est propre, qui est net et qui sera très joli. Voilà, mon caramel qui reste est là. Il est bien liquide. Il a la consistance qu'il faut, je le maintiens à 2 sur une échelle de 12 pour qu'il reste liquide, sans qu'il y ait coloration. Alors, la coloration, bien sûr, elle se poursuit, mais très très lentement. Là, j'ai récupéré mes chiffres en nougatine qu'on a réalisé en début de recette. Donc, j'ai le 2 et le 7, je l'ai mis dans le bon sens pour que vous l'ayez dans le bon sens, vous, à la maison. Et là, j'ai les 2 autres qui sont disponibles. Avec les chutes de nougatine, ça je ne vais pas montrer à l'image, mais je vais vous le montrer là maintenant. J'ai fait un socle de façon à pouvoir présenter le croquant-bouche à la verticale. J'ai fait un socle rectangulaire. Alors j'ai pris une semelle à bûche en carton que j'ai coupé à la longueur que je voulais et avec les chutes que j'ai refait ramollir au four à 150 degrés comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Voilà, j'ai réétalé ma nougatine et j'ai taillé au couteau à la forme de ma semelle en carton. Voilà. Donc ça c'est pour la présentation. Voilà, il faut savoir qu'elle existe, qu'elle a été faite, même si vous ne l'avez pas vue, rien de compliqué, vous avez vu comment j'ai fait les chiffres, hein, c'est pareil. Donc, on va commencer, on va venir coller les choux sur les chiffres. Alors pour cela, on va servir donc de notre caramel. On va venir mettre un petit peu de sucre sur la base et sur la base sur le côté et venir l'appliquer directement sur la nougatine. Pardon. Donc, on va essayer d'avancer parallèlement, c'est-à-dire on met les choux dos à dos. Et on va venir progresser tout le long du chiffre. Alors là, on prend son temps. Alors pour le second chou, on peut mettre le caramel sur 2 faces du chou, de façon à ce qu'il se colle et sur la nougatine et sur le premier chou qui vient d'être juste posé. Qu'il soit vraiment bien collé l'un à l'autre. Donc ça c'est juste à faire pivoter le chou dans le caramel. Ne vous brûlez pas pour autant. Voilà, et on avance comme ça progressivement. C'est important de tout bien coller, que ça fasse bloc. Alors bloc, je m'entends, il ne faut pas que ça fasse non plus un gros bloc qu'on ne puisse pas couper, mais que les choux soient bien collés parce que j'aimerais que ces chiffres puissent être présentés à la verticale sur mon socle. Pour le chiffre 2, ça ne va pas être un gros problème parce qu'il a une base relativement large.
Pour le chiffre 7, ça va être différent. Alors là, c'est un petit peu un challenge. Je risque d'avoir un souci en direct, on verra si ça marche ou si ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ben, on essaiera de le maintenir couché. Si ça marche à la verticale, ça sera très bien. Voilà, j'égoutte bien mon sucre et je viens le positionner. Donc je les mets tous bien dos à dos. Voilà. Voilà, donc j'essaye de progresser. Alors on a des impératifs, hein, on ne peut pas aller contre. C'est la forme du moule. Hein. Donc j'essaye de m'adapter au maximum au moule. Voilà, comme ceci. Alors dans les parties très larges, comme ici, il risque de rester un trou. Ici aussi, dans la partie le haut du 2, il risque de rester un trou parce que les choux ne sont pas assez gros pour se jointer. Mais ça, c'est pas grave. Ça ne se verra pas au final. Là. Allez, on poursuit notre montage. Rien de bien difficile. Il faut juste y aller progressivement. On peut choisir ses choux également en prenant les plus jolis. Normalement, ils sont tous identiques, donc on n'a pas trop à chercher pour autant. Voilà. Alors, le caramel se durcit quasi instantanément. Hein. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, poser, c'est coller. Voilà. Et pour l'angle, il me faudrait un petit chou. Celui-là, tiens, il n'est pas trop... On va voir. On va faire au mieux. Il s'agit d'insérer ce chou ici. Voilà, parfait. Comme ceci. Donc je pense qu'on voit bien à la caméra tout ce qui se passe. Je me rends compte en le réalisant que j'ai un gros trou ici. Alors je prends un chou et puis hop, je le mets. Ça sera la surprise. Voilà. Comme ça, à la découpe, hop, on mangera un chou et non pas du vide. On va faire pareil pour le chiffre numéro 2, donc. Allez, on commence. Vous voyez, le caramel se maintient parfaitement bien. Hein. Je suis à chaleur assez douce. Alors, il ne peut pas durcir. On va commencer ici. Il ne peut pas durcir. Cependant, il continue à cuire, ça c'est sûr, mais très très lentement. Donc c'est très bien. Là. Alors pour les bouts, bien sûr, on ne peut pas mettre un chou dans ce sens-là, sinon on casse toute l'harmonie. Donc les bouts se terminent par le profil du chou et non pas par le dessus. Et ça c'est un détail. Voilà, on n'hésite pas à bien les serrer les uns contre les autres. On progresse tout doucement. Alors on évite de mettre du caramel entre les choux sur le fond, sauf ici j'en ai mis un peu pour bien le faire tenir, mais de façon à ne pas faire un bloc, de façon à pouvoir couper le gâteau et que les choux se séparent assez facilement pour la dégustation. Je vais sortir le caramel un petit peu, je vois qu'il cuit un petit peu trop vite.
Là. Alors, voyons. Je progresse tout doucement. Je suis sans filet, comme on pourrait dire, donc sans sécurité. On va voir au final ce que ça va donner. Vous assistez à une grande expérience de pâtisserie ce matin, et aujourd'hui. Hop. Voilà, ici on va faire comme ça. Alors j'hésite pas à écraser un petit peu les choux entre eux, de façon à bien les faire coller, à bien combler les vides. Voilà. Et je suis la courbe de mon entremets. Si on peut appeler ça un entremets, c'est plutôt un gâteau. Voilà. Donc je progresse gentiment. J'en connais qui vont se régaler à midi. On va faire comme ça. Là. Là. Oui, vous l'aurez compris, le tournage s'est pas fait sur un jour, il s'est fait sur 2 jours. Donc, pour ne rien vous cacher, on a commencé à tourner hier. On est sur un lac différé, vous savez. Et là, on est le matin. Donc, ce gâteau sera mangé donc ce midi, je pense. Mais bon, il y a pas mal de techniques, pas mal de choses à faire. Donc, c'est bien de l'étaler sur 2 jours. Voilà. Allez, je remets un peu mon caramel sur le feu. Vous voyez, tout... Je pensais avoir trop de choux. En fait, je vais en avoir quelques-uns en trop, mais pas tant que ça. Tout en sachant que j'en ai 6 sur le côté, là, qui n'étaient pas démoulés. Voilà. Gaëtan, ça te plaît? Oh oui. Voilà, et celui-là, on vient le positionner là au bout. Je l'écrase un petit peu, mais c'est pas grave. C'est vraiment qu'il prenne sa place. Ensuite, il y aura donc la seconde plaque de nougatine dessus, donc ça se verra pas. On verra vraiment que les côtés. Alors là, je peux me permettre de venir combler l'intérieur, vu que j'ai fait tout le tour. Alors, il faut bien sûr que les choux rentrent. Hein. Si on peut le faire entrer, bon là on ne va pas non plus les écraser à l'intérieur. Voilà, donc là j'en suis à mon montage. On va venir positionner sur le dessus la seconde couche de nougatine. Ça va donner ça au final. Bien sûr, cette seconde couche de nougatine, il faut la faire adhérer. Donc, je vais me servir de mon caramel. Et pour ça, je vais prendre une petite cuillère. Et je vais venir l'appliquer sur les choux, pas partout. Je fais des points, je vais vite parce que mon caramel durcit rapidement. Et je viens positionner donc mon chiffre en nougatine sur le dessus. Voilà, qui colle parfaitement bien. Je vais faire pareil avec le 7. Alors pourquoi 27? Il fallait choisir un chiffre, c'est tout. On pourrait faire avec tous les chiffres que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Et je n'ai pas choisi le plus simple par rapport au chiffre 7, qui a une base très légère, très petite. Voilà.
Donc on n'appuie pas trop fort, on ne cherche pas à casser, la nougatine, bien sûr. Il faut garder la plaque de nougatine entière. Donc mon caramel, je vais le garder au chaud. J'en aurai besoin pour coller mon entremets sur ma plaque en nougatine que je vous ai montré tout à l'heure. Si il n'est pas bien, on verra. On avisera sur le moment. Et là, je vais laisser donc sécher pendant 2-3 minutes. Et on se retrouve pour la décoration finale de ce gâteau et la présentation donc sur son socle. A de suite. Bien, le croque-en-bouche est quasiment terminé. Je vais juste terminer avec un glaçage fait de glace royale. Alors, la glace royale, c'est du blanc d'œuf et du sucre glace. Donc là, j'ai la valeur d'un blanc d'œuf dans le petit saladier. Et je vais rajouter la valeur de 6 cuillères à soupe de sucre glace. C'est la dose conseillée. Et une fois que le mélange sera fait, on verra vraiment ce qu'on a obtenu comme texture. Et soit on rajoutera un peu de sucre glace, ce qui est probable, soit on... Je suis à 5 là, je crois. Gaëtan, t'as compté? Voilà. Alors, je vais mélanger. Alors, ça fait beaucoup de sucre par rapport à la quantité de blanc, mais le blanc a un pouvoir qui va bien humidifier le sucre, donc c'est normal. Voilà. Donc, je mélange bien. Voilà, vous voyez, il est trop souple, donc ça dépend aussi si vous avez un gros blanc d'œuf ou un petit blanc d'œuf. Donc n'hésitez pas à rajouter du sucre cuillère par cuillère, de façon à avoir une glace royale qui se tienne. Enfin, si on commence à écrire quelque chose ou à faire un petit dessin avec, il ne faut pas que ça coule dans tous les sens. Il faut que le trait de glace royale se maintienne. Donc là, je le trouve encore, vous voyez, il est bien coulant, elle est bien souple. Donc je vais en rajouter. Voilà. Tout ça dépend vraiment de la taille de votre blanc d'œuf. Donc commencez par 6 à la maison, 6 cuillères à soupe. Partez sur des cuillères à soupe bombées, non pas des cuillères à soupe rases. Et vous progressez en rajoutant du sucre jusqu'à ce qu'on ait une consistance idéale. On est encore, voilà, je vais faire un petit fil sur le bord du saladier pour voir comment il se comporte. Allez, je vais en rajouter encore un petit peu. Et là, je pense qu'on sera bon. Voilà, là on va être bon. Donc on est dans le cas d'aujourd'hui, avec l'œuf que j'avais, on est plutôt sur 9 à 10 cuillères à soupe de sucre. Alors, ni rase ni bombé, hein, entre les deux. Et voilà. Donc là j'ai pris un papier à cornet à écriture, que je vais former donc en forme de cône. Voilà. Je le bloque en faisant un petit, enfin 2-3 petits tours sur le dessus. Et je vais venir remplir mon cornet avec ma glace royale. Je n'en mets pas des masses. Alors c'est sûr, j'ai fait beaucoup plus de glace royale qu'il n'en fallait. Mais bon, ça, j'ai pas le choix. Mais on n'en met pas des masses dans le cornet pour ne pas que la glace royale remonte par en haut et déborde de tous les côtés. Donc voilà, je mets la valeur d'une belle cuillère à soupe. C'est largement suffisant. Voilà. Hop, petite coulure. Ensuite, je récupère mon croque-en-bouche. Je ferme mon cornet de façon à le rendre étanche. Voilà. Avec une petite paire de ciseaux, je fais un tout petit trou au bout. Et là, je vais pouvoir faire un tout petit liseré. Quelque chose de simple, on ne va pas commencer à faire des courbes, des arabesques, vous testez sur
sur la plaque à pâtisserie à la rigueur avant de faire sur votre croquant-bouche. Voilà, on va faire un trait, un point, un trait, un point, un trait, un point. On va rester simple. Allez, je commence. Voilà, il faut que la glace royale se tienne. Si elle s'étale, c'est qu'il n'y a pas assez de sucre glace. Voilà, et on fait ça comme ça, délicatement, sur tout le tour. Donc je vais avancer un petit peu hors caméra. On se retrouvera lorsque je serai vers la fin. Donc j'ai gardé un petit bout pour vous remontrer vraiment la technique. Comme ça prend un petit peu de temps, je préférais ne pas vous faire patienter durant tout ce temps. Donc j'ai mon cornet, je tire un trait, je fais un petit point, je tire un trait, je fais un petit point, je tire un trait, je fais un petit point. Voilà, et je suis vraiment le bord de la nougatine. Alors, au fur et à mesure que vous avancez dans le travail, n'hésitez pas à tourner la plaque de façon à avoir la bordure devant vous, vraiment à proximité. Et n'allez pas travailler loin comme ça, parce que là, vous allez faire du travail pas du tout soigné. Donc, n'hésitez pas à bien tourner la plaque. Et voilà. Donc là, on obtient donc le résultat. La glace royale sèche en quelques minutes. C'est d'autant plus qu'elle est très fine, donc il n'y a pas de souci. Nous allons procéder à la finition de notre croquant-bouche. Voilà, il a été réalisé entièrement. Sur le socle que je vous ai montré tout à l'heure, le socle, je l'ai collé avec du caramel sur une plaque en carton, tout simplement. Et j'ai fait un petit liseré à la glace royale et au cornet à écriture, de la même façon que je l'ai fait sur le croquant-bouche. J'ai une petite plaquette de nougatine ici qui pourra me servir pour consolider le set éventuellement, de façon à ce que celui-ci se tienne correctement, qu'on passera à l'arrière. Donc j'ai mon caramel qui est toujours là présent, que j'ai juste gardé au chaud. Et je vais donc essayer de positionner mes deux chiffres sur la plaque. Donc on y va. Donc je trempe carrément la base. Alors je trempe, je fleure dans le caramel, hein. Je ne vais pas sous le caramel. Je soulève et je positionne. Alors là pour vous c'est à l'envers le chiffre, mais une fois que ça sera tout monté, je vous montrerai à l'endroit le résultat que ça nous donne. Voilà. Et pour le 7, on va faire comme ceci. Voilà, donc là je le tiens. Le 2, il se tient tout seul parce qu'il a un poids équilibré. Le 7, il y a tout le poids sur le côté. Donc je le tiens le temps du séchage. Je fais pivoter ma pièce et je vais venir appliquer mon petit renfort à l'arrière, tout simplement, pour essayer d'avoir quelque chose de vraiment costaud. Alors, il faut aller vite. Dès que je trempe, hop, le caramel refroidit très vite. Voilà. Ça, c'est juste le temps que ça prenne. Et voilà, au final, donc, nous obtenons notre... Vous avez ici les deux cadres, qu'on ne voit pas trop parce qu'ils sont... je ne sais pas trop comment vous les montrer. Ils sont métalliques, ils sont creux, voilà, ici. Et ici, vous avez donc le résultat final présenté sur le socle. Voilà, j'espère que cet entremets vous aura plu. Si vous voulez participer toujours au concours, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Dans le commentaire, vous mettez simplement les chiffres que vous désirez réaliser, que vous désirez gagner, bien sûr.
pour les réaliser à nouveau à la maison. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Bien sûr, dans le commentaire, vous nous indiquez également les chiffres que vous désirez gagner si vous êtes l'élu de cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de journée, un bon 8 mai et à très bientôt pour un nouveau live.